Bonjour, c'est Jean-Marc, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Destin criminel sur Hit Sensation. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux couples. Le mariage est un lien très fort où les époux jurent de s'entraider pour le meilleur et pour le pire. Je ne sais pas si on le dit encore quand on passe devant monsieur le maire, mais à l'époque, c'est ce qui se passait. Je vais vous parler de David John Birnie et de son épouse Catherine Margaret Birnie. C'est un couple australien de tueurs en série. Ils ont assassiné 4 femmes âgées de 15 à 35 ans dans leur maison dans les années 80 et ont tenté d'en assassiner une 5e. Ces crimes ont été mentionnés dans la presse en tant que meurtre de Moorhouse, après l'adresse des Birnie, qui est 3 rue Moorhouse, à Villagee, une banlieue de la classe ouvrière de Perth en Australie. On va d'abord faire connaissance avec le couple. David Birnie. David Birnie est l'aîné d'une famille de 5 enfants. Pendant son enfance, il a vécu dans la banlieue semi-rurale de Watergrove, à l'est de Perth. Les amis d'école et paroissiens de l'église de l'époque se souviennent de sa famille comme étant particulièrement dysfonctionnelle. Les rumeurs abondaient à ce propos, la promiscuité de la famille, de l'alcoolisme et du fait qu'il s'engageait dans des rapports incestueux. Au début des années 60, ses parents décident de déménager dans une autre banlieue de Perth où il rencontrera Catherine. Grâce à des amis communs, à 15 ans, David quitta l'école pour devenir apprenti jockey pour Eric Parham dans un hippodrome tout près d'Ascot. Durant son séjour là-bas, il blessa souvent les chevaux et développa des tendances à l'exhibitionnisme. Une nuit, David rentra dans la maison d'une femme âgée. Il était nu avec un banillon sur la tête et commit son premier viol. Pendant son adolescence, il fut condamné pour plusieurs crimes et fit quelques allers-retours en prison pour divers méfaits. À l'âge adulte, il était connu comme étant atteint de paraphilie. Alors la paraphilie, donc, je crois que je vous en avais déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est l'ensemble des perversions qui sont regroupées sous ce nom. Ça peut aller de l'exhibitionnisme à l'urophilie, enfin il n'y a pas de limite, je crois qu'il y en a une liste, enfin si il y a une limite, mais il y a une liste qui est très très longue. Il suffit que vous tapiez paraphilie sur Google et vous aurez accès à toutes sortes de choses, dont certaines, je ne sais pas si vous en avez même l'idée. Lui, les siennes de paraphilie, c'était une dépendance au sexe et à la pornographie. Vers l'âge de 20 ans, il se maria une première fois et eut une fille. Catherine Birnie. Catherine Birnie, née Harrison, est née aussi en 51. Elle n'a que 2 ans lorsque sa mère meurt en donnant naissance à un fils qui lui-même ne survivra pas plus de 2 jours. Incapable de s'occuper d'elle, son père Harold l'envoie vivre chez ses grands-parents maternels. À 12 ans, elle rencontrera David Birnie et à 14 ans, elle deviendra son petit ami. Son père avait supplié Catherine à plusieurs reprises de quitter David, car il avait souvent des problèmes avec la police, mais cela n'a fait que renforcer leur union. Pendant l'adolescence, elle fit un séjour en prison, ce qui lui permit de se détacher de David. Elle y fut encouragée par son contrôleur judiciaire. Elle commença à travailler en tant que femme de ménage, et à 21 ans, elle se maria avec Donald McLaughlin. Ils eurent ensemble 7 enfants. Hélas, un drame vient secouer la famille. Leur premier fils fut percuté et tué par une voiture alors qu'il était bébé. Pendant ce temps-là, elle avait repris contact avec Birnie. Elle l'avait rencontré à l'hôpital d'une intervention chirurgicale. Elle abandonna son mari et sa famille et partit vivre avec Birnie. Et en 1986, elle changea même légalement son nom pour prendre celui de Birnie. À cette époque, David travaillait concessionnaire de voitures. Pendant près d'1 an, David et Catherine ont cherché comment faire de leur fantasme de viol et de meurtre une réalité. Ils étaient à quelques semaines de commettre leur premier crime horrible. Le 6 octobre 1986, une étudiante de 22 ans, Mary Nelson, se rendit chez les Birnie pour acheter des pneus. Auparavant, elle avait rencontré Birnie dans la casse auto où il travaillait et lui avait suggéré de venir chez lui pour obtenir des pneus à meilleur prix. Après être entrée dans le domicile, Nelson fut menacée avec un couteau. Elle fut amenée dans la chambre, puis enchaînée au lit. Catherine Birnie regarda alors son mari violer la jeune femme à plusieurs reprises. Ils l'emmenèrent ensuite au parc national Gleneagles, où David la viola encore avant de l'étrangler avec une corde à nylon et de la poignarder en plein cœur. Elle fut ensuite enterrée sur place. Le second meurtre fut commis le 20 octobre. David et Catherine Birnie enlevèrent Susanna Candy, 15 ans, alors qu'elle marchait près de l'autoroute Starling à Claremont. Quelques secondes après avoir été embarquée dans la voiture, elle se retrouva sous la menace d'un couteau et ses mains furent liées. Elle fut ramenée à la demeure de Birnie où ils la forcèrent à envoyer des lettres à sa famille dans lesquelles elle disait
Elle s'enfuyait dans le Queensland avec des amis. Puis elle fut bâillonnée, enchaînée au lit et violée. David essaya de l'étrangler, mais elle se défendit et il usa d'un stratagème en lui faisant boire d'abord du somnifère. Une fois la pauvre victime endormie, ils l'étranglèrent. Visiblement, Catherine a pris une part active à la mort de Candy et ils partirent l'enterrer dans une forêt voisine. Le 1er novembre, ils vivent en Nolwenn Patterson, 31 ans, qui se tenait à côté de sa voiture, en panne d'essence. Il revenait de son travail de manager de bar au club de golf de Ned Land. Ils proposèrent de la raccompagner. Une fois à l'intérieur du véhicule, elle eut un couteau sous la gorge, fut attachée et on lui dit de ne plus bouger. On l'emmena à rue Moorhouse, où David Burney la viola de façon répétitive après qu'elle fut bâillonnée et enchaînée au lit. Ils avaient initialement prévu de la tuer le même soir, mais David la garda prisonnière dans la maison pour 3 jours. Et il y a visiblement eu des signes. Burney avait développé des sentiments émotionnels pour Nolwenn Patterson. S'en apercevant rapidement, Catherine, jalouse, lui posa alors un ultimatum. David devait tuer Nolwenn, ou elle allait le faire elle-même. Comme pour Candy, il lui fit ingurgiter du somnifère, pour ensuite, une fois qu'elle fut endormie, l'étrangler. Ils partirent ensuite l'enterrer dans la même forêt. Le 5 novembre, ils enlevèrent Miss Brown, 21 ans, alors qu'elle attendait l'autobus. Même scénario, elle accepta d'embarquer avec les Burney et sous la menace d'un couteau, elle fut emmenée à la maison. Elle fut enchaînée au lit et violée. Le lendemain après-midi, elle fut emmenée à la plantation de pin Wanneroo. David viola Brown dans la voiture alors que le couple attendait la tombée de la nuit. David sortit la jeune fille du véhicule, la viola encore une fois et lui enfonça un couteau dans le cou. Convaincus que la femme était morte, ils creusèrent une tombe et y déposèrent le corps. Mais, à leur stupéfaction, Brown s'assit dans la tombe. David Burney prit alors une hache dans le coffre de la voiture et lui donna 2 coups en pleine puissance dans le crâne avant de l'enterrer. Leur dernière victime et la seule à survivre fut Kate Moore, 17 ans. Elle débarqua, nue et dégoulinante de pluie, dans une épicerie le 10 novembre 1986 et insista pour voir la police. Lorsque celle-ci arriva, elle allégua qu'elle avait été enlevée sous la menace d'un couteau par un couple qui l'avait ramenée à leur maison, enchaînée sur le lit, avant que l'homme ne la viole plusieurs fois pendant que la femme observait. Le lendemain matin, alors que l'homme était au travail, la femme le libéra de ses chaînes et la força à téléphoner à ses parents, pour leur dire qu'elle avait passé la nuit chez une amie et qu'elle allait bien. La femme l'emmena de nouveau vers la chambre à coucher, et ça pour répondre à la porte. L'adolescente s'échappa par la fenêtre, elle donne le numéro de téléphone à l'adresse du couple. Lorsque l'adolescente et la police arrivèrent à la résidence des Burney, Catherine admit reconnaître la fille, mais refusa de répondre à d'autres questions sans son mari. Lorsque la police ramena David à la maison, menotté, le couple insista pour dire que la fille n'avait pas été enlevée, mais était venue de son propre gré, partageait un joint avec eux et que toutes les activités sexuelles avaient été consenties. Mis en garde à vue par la police, il essaya de leur faire avouer les crimes pendant un interrogatoire intense. Après une nuit d'interrogatoire, le sergent détective Vince Katish dit en blaguant à David « Il fait presque noir. Il vaudrait mieux aller maintenant prendre une pelle et les déterrer. » À sa grande surprise, Burney répondit « Ok, il y en a 4. » Et Burney était apparemment vraiment excité, même fier de montrer à la police l'emplacement des tombes de leurs 4 victimes. Lorsque le procès eut lieu, David Burney plaida coupable de 4 chefs de meurtre et un chef d'enlèvement et de viol. Lorsqu'il lui fut demandé pourquoi il avait plaidé coupable, il gesticula vers les familles des victimes et dit « C'est la moindre des choses que je pouvais faire. » Il fut condamné à 4 sentences consécutives d'emprisonnement à vie. Après avoir été reconnue assez saine pour avoir un procès, Catherine Burney fut elle aussi condamnée à 4 sentences consécutives d'emprisonnement à vie par la Cour suprême de l'Ouest de l'Australie. Initialement, David Burney fut emprisonné à la prison de sécurité maximale de Fremantle, mais il fut rapidement mis à l'isolement pour l'empêcher de se faire agresser par d'autres prisonniers. On convertit une ancienne cellule du couloir de la mort exprès pour lui. Il restera jusqu'à ce que la prison ferme en 1990. Il peut maintenant être visité au cours du Great Escape Tour, une visite guidée de l'ancienne prison de Fremantle. Alors qu'ils étaient incarcérés, les Burney échangèrent plus de 2600 lettres. Ils n'ont jamais été autorisés à avoir d'autres formes de contact. David fut transféré à la prison de Casuarina. 7 octobre 2005, on le retrouva mort pendu dans sa cellule. Le lendemain de son suicide, il devait comparaître pour le viol d'un autre prisonnier. Catherine Burney est emprisonnée à la prison pour femmes de Bundy Up, où elle est le chef libraire. Fait une première demande de libération conditionnelle en 2007 qui a été rejetée, et l'avocat général de l'Ouest de l'Australie, Jim McGuinty, s'est exprimé en disant que sa libération ne serait pas prévue pour la durée de ses mandats. Son cas était supposé passer en commission en 2010. Cependant, le 14 mars 2009, le nouvel avocat général de l'Ouest de l'Australie, Christian Porter, révoqua la période de non-libération conditionnelle de Catherine Burney, faisant d'elle la 2e Australienne à avoir ses papiers de détention annotés
de la mention suivante, Never to be realized, pour ne jamais être libéré. Alors pour compléter cette histoire, je vais vous raconter une autre histoire de couple. Il y a actuellement, enfin du moins à l'époque où j'ai écrit cet article, 737 condamnés à mort en attente d'exécution. Voici l'histoire de Cynthia Kaufman. Cynthia est née en 1962 dans une famille aisée de Saint-Louis. Ses parents étaient des fervents catholiques et ne rigolaient pas avec la morale. Alors quand à 17 ans, Cynthia se retrouve enceinte de père inconnu, la situation ne ravit pas la famille. Ses parents l'obligent alors à épouser un homme qui accepte la situation, peu importe si l'amour est au programme ou non. Après 5 ans de mariage forcé, elle prend la fuite avec quelques affaires et se retrouve dans une petite ville d'Arizona, où dans un restaurant, elle fait la rencontre d'un jeune homme. Au début, ils sont juste amis. Après plusieurs petits larcins, il se retrouve en prison. En lui rendant visite, elle a le coup de foudre. Lui, c'est James Gregory Marlowe. Il est né en 1957, voleur depuis l'âge de 10 ans. Il purgeait une énième peine de prison pour vol de voiture et cambriolage. Il arborait d'ailleurs de nombreux tatouages du gang de prisonniers Fraternité Aryennes. À sa libération, le couple prend la route de la Californie, squattant les chambres d'hôtel jusqu'à leur expulsion. Ils vivent de cambriolage et de vols divers. Et en juillet 86, ils se marient. Pour célébrer cet événement, Cynthia se fait tatouer sur les fesses « J'appartiens au loup de Folsom ». C'est comme ça que James Gregory Marlowe se fait surnommer. Mais leur vie d'errance et de délinquance va prendre une tournure plus dramatique. Le soir du 11 octobre 1986, Sandra Neri, 32 ans, sort retirer de l'argent, on ne le reverra jamais, vivante du moins. Sa voiture fut retrouvée sur le parking non loin de son domicile à Costa Mesa en Californie. Son corps en décomposition retrouvé par des randonneurs le 24 octobre. Elle a été étranglée. La deuxième victime, Pamela Simone, 35 ans, fut découverte en Arizona. Sa voiture fut retrouvée près du poste de police. 10 jours plus tard, c'est Corina Novis, 20 ans, qui disparaît en plein jour dans un centre commercial en Californie. Ensuite, c'est une étudiante de 19 ans, Lynette Murray, qui disparaît. Sa voiture est abandonnée devant le pressing où elle travaille. Son corps est retrouvé dans un motel. Elle a subi des violences sexuelles. C'est grâce à des papiers trouvés dans la chambre que la police remontera à Cynthia et James. Ils seront arrêtés le long d'une route de montagne, sans opposer de résistance. Après son arrestation, Cynthia conduira la police à l'endroit où le corps de Corina a été enterré, après avoir été violé et étranglé. Ils sont inculpés de meurtre et le procès s'ouvre 32 mois plus tard. Le 30 août, ils sont condamnés à mort. Cynthia Kaufman devient la première femme condamnée à mort en Californie depuis le rétablissement de celle-ci en 1977. La défense de Cynthia tentera plusieurs appels, toujours en essayant de la faire passer pour la victime de Folsom, sans succès. Voilà, 2 histoires de couples qui se sont entraînés mutuellement dans l'horreur. J'aurai l'occasion de vous en raconter d'autres, car effectivement, il y a pas mal de dossiers où un couple est complice dans le meurtre. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Destin criminel sur Hit Sensation.